Cet après-midi, je vous raconte comment un empereur en exil, après avoir abdiqué, s'est évadé de l'île où il s'est installé contraint et forcé pour tenter de reprendre le pouvoir en France, ou la véritable histoire de l'évasion de Napoléon de l'île d'Elbe. Comment l'empereur déchu a-t-il organisé sa fuite ? A-t-il reçu l'aide d'une mystérieuse comtesse italienne ? Que représente cet épisode dans le parcours de Napoléon ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 31 mars 1814 à 10h30 du soir et Paris est tombé. Napoléon arrive trop tard au hameau dit Cour de France, à 5 lieues de Paris, et le déplore ainsi. Si je fusse arrivé 4 heures plus tôt, tout aurait été sauvé. En dépit des Marie-Louise, son armée de jeunes recrues dévouées ainsi nommées, l'empereur ne faisait pas le poids face à ses ennemis. Royaume-Uni, Empire de Russie, d'Autriche, Royaume de Prusse ont en effet uni leurs forces pour mettre enfin un terme aux campagnes belliqueuses de l'Aigle Bonaparte. Ils l'ont coincé à Paris, alors que les combats s'étaient jusque-là menés partout sauf en France. Napoléon Bonaparte a tenu quelque temps, enchaînant des victoires, mais il est seul et ne peut résister éternellement. 60 000 hommes et moi, cela fait 160 000, a-t-il déclaré en comprenant qu'il n'arriverait pas à rassembler à 7 soldats. Contrairement à ce qu'il dit, avec vantardise, sa seule présence ne compense pas le nombre écrasant des soldats de ses ennemis. Réfugié à Fontainebleau, l'empereur apprend bientôt qu'il est forcé d'abdiquer. Napoléon voudrait que son fils hérite. Il veut négocier afin de tenter de se suicider. Rien n'y fait et il doit boire le calice jusqu'à la lie. Contrairement au poison qu'il vomit violemment, à peine l'a-t-il ingurgité. C'est que l'empereur est d'une constitution hors norme, en plus de sa chance exceptionnelle. Il lui est plus difficile de mourir que de vivre, et il a survécu à tout. Mais survivra-t-il à l'humiliation ? Napoléon n'est plus en position de force et doit bientôt s'exiler. Il supplie son épouse, l'impératrice Marie-Louise, née archiduchesse d'Autriche, qu'il a épousée voilà 4 années, de le suivre avec son fils. Mais elle laisse ses lettres sans réponse. L'empereur part seul. On lui donne le choix entre 2 îles, Corfou ou Elbe. Il choisit la deuxième. Sans doute parce qu'elle n'est pas si éloignée de sa Corse natale, où on a refusé qu'il soit envoyé. Bonaparte garde le titre d'empereur, mais c'est à présent sur cette île uniquement qu'il régnera. C'est la plus grande de l'archipel toscan. Mais que sont ces 29 kilomètres de long face à l'Empire ? Le 20 avril 1814, Napoléon Bonaparte quitte Fontainebleau. Sur le parvis du château, il fait un dernier discours à ses vieux soldats en larmes et embrasse l'aigle au sommet de son drapeau, qu'il conclut avec ces mots : « Adieu mes enfants ». Un adieu qui n'est qu'un au revoir, car bientôt et contre toute attente, l'empereur sera de retour. Le trajet de Napoléon pour l'île d'Elbe n'est pas à en croire ses mémoires de tout repos. À Briare, dans le Loiret, Bonaparte raconte qu'une foule indignée s'attaque aux maréchaux étrangers qui l'accompagnent et qu'il doit les protéger. En Provence royaliste, c'est sa propre vie qui est mise en danger. On lui rapporte que de nombreux hommes projettent de l'assassiner. Un empereur qui se déplace sans escorte, l'aubaine est bien trop bonne. Car oui, des griefs persistent partout contre lui. Et l'empereur, qui n'a plus d'empereur que le titre, n'est clairement pas le bienvenu. Comme à Orgon, un petit village à la frontière entre le Luberon et les Alpilles, où après la terreur, Napoléon avait été chargé de maintenir l'ordre, alors que des aristocrates mécontents s'organisaient contre le gouvernement. Du sang avait été versé. Aussi, le comité qui l'accueille lors de son passage brûle un mannequin à son effigie, sous ses yeux. Face à cette menace, il est alors décidé de déguiser Napoléon en soldat autrichien. C'est ainsi vêtu qu'il s'arrête à une auberge où le tenancier lui dit, sans le reconnaître, tout le mal qu'il pense de l'empereur, tout en aiguisant son couteau de cuisine. Quand arrive la voiture de l'empereur, où un faux Napoléon a pris la place du vrai, ses vitres ont toutes été brisées. Tant bien que mal, l'Aigle et sa petite escorte parviennent enfin au port de Saint-Raphaël, où il avait abordé des années plus tôt en revenant de sa campagne d'Égypte. Ces jours doivent lui sembler bien lointains alors qu'il embarque vers sa prison.
sur une frégate anglaise, l'Undoubted. Doublant le cap Corse, le navire atteint enfin les côtes d'Elbe le 3 mai 1814. Au même moment, à Paris, Louis XVIII fait son entrée. À Portoferraio, la plus grande ville d'Elbe, les habitants observent ce bateau sur le pont duquel se tient sans doute leur empereur. Il l'était déjà avant son abdication, et ce depuis 1802, quand Elbe est passé du gouvernement toscan à l'Empire français. Mais l'Empire français n'est plus, et Napoléon ne présente aucune justification de son statut de souverain de l'île d'Elbe. Les militaires stationnés sur l'île n'ont rien reçu non plus de la part de la coalition qui leur indiquerait ce rebondissement. Mais nul n'oserait remettre la parole de l'empereur en question. Aussi, lui cède-t-on l'île, malgré quelques inquiétudes. D'autant que les locaux sont loin d'être des brebis placides et ont fomenté déjà quelques révoltes il y a peu. Les militaires locaux tiennent à bien l'accueillir. On hésite sur le lieu où logeait l'empereur. Le préfet de l'île veut lui offrir sa maison, aux allures de forteresse, mais on opte finalement pour l'hôtel de ville. Sauf que le lieu n'est pas meublé pour l'accueillir et que le temps vient à manquer. On se débrouille, on fait feu de tout bois, mais clairement le faste impérial n'y est pas vraiment. Quand l'empereur débarque enfin dans un canot couvert de beaux tapis, il est surpris d'être accueilli par une foule en liesse. Il connaît sa géographie et c'est sans doute que Portoferraio n'est ordinairement pas aussi peuplé. Mais c'est sa venue qui intrigue, et même les républicains fervents sont curieux de ce grand homme venu décliner chez eux. Les mouvements populaires d'une foule dense et enthousiaste laissent le nouveau souverain stoïque. Dans son habit de chasseur vert foncé, son uniforme préféré, son bicorne vissé sur la tête, il reste maître de lui-même. Et son escorte fait de même. Bonaparte est accompagné d'une suite internationale parmi laquelle se tient le général autrichien Koller, le colonel polonais Germanowski et le colonel écossais Campbell, qui jouera un rôle crucial dans la fuite de Napoléon. Mais n'allons pas trop vite en besogne. À ce stade déjà, la situation est inédite et personne ne sait trop comment se comporter, mais on fait comme si. Le maire lui remet les clés de la ville, que Napoléon lui rend aussitôt, puis on le conduit à l'église où le clergé local, troublé par ce visiteur hors du commun, chantonne un tédéum comme il peut. Enfin, il est amené à l'hôtel de ville où les présentations s'enchaînent. Napoléon s'adapte à ses interlocuteurs et cherche à en savoir plus sur la ville, sur l'île, sur les besoins de la population. Il veut déjà s'activer. L'impression qu'il laisse est plutôt positive, et pour cause. Tout en rongeant son frein, l'empereur fait mine de se plaire sur place et de s'y projeter sur le long terme. Bientôt, il réaménage une ancienne fabrique de biscuits pour s'y installer, fait construire des routes en lieu et place des pistes mal définies de l'île, instaure l'hygiène publique dans les villes puantes, planifie la fondation de 4 autres grandes villes, modernise l'extraction des minerais de fer. Ses mémoires témoignent de ses connaissances précises sur la région et sa situation géographique. Napoléon a le nez partout. Pendant 300 jours, il est dit qu'il fait plus pour l'île que Louis XVIII pour la France. Sa présence attire une foule qui défile alors sur l'île d'Elbe. Il y a les curieux, les militaires en quête d'un travail, les officiers étrangers venus le surveiller et bien sûr, les espions de tous bords, alliés ou ennemis. Napoléon connaît son île d'Elbe par cœur, comme il le dit lui-même, car il entreprend rapidement de la visiter. Son étendard flotte à présent partout, avec ses 3 abeilles d'or sur une bande rouge diagonale, brisant le fond blanc que revendiquent encore les royalistes. Il s'attarde à Longone, devenu aujourd'hui Porto Azzurro. Il y a là-bas beaucoup d'Anglais qui semblent éprouver pour l'empereur déchu un intérêt qui ne respire pas l'innocence. Je suis pour eux un objet de grande curiosité. Laissez-les se satisfaire, puis ils iront dans leur pays amuser les gentlemen en dénaturant mes faits et gestes, déclare un Napoléon lucide. Parmi les Britanniques qui suivent l'aigle comme un essaim de mouches, il y a le colonel Neil Campbell. Ce commissaire, chargé d'escorter Napoléon jusqu'à l'île d'Elbe et de le surveiller de près, se reprochera toujours son évasion de l'île d'Elbe. Mais ce n'était pas son premier coup du sort. Blessé accidentellement par 2 Cosaques qui l'ont pris pour un officier français quelques semaines plus tôt, il accepte d'accompagner Napoléon en dépit de l'avis de son médecin et se retrouve ensuite bloqué sur l'île d'Elbe avec lui.
Le colonel Campbell a reçu pour ordre de laisser une liberté absolue à l'empereur, ce qu'il fait avec une complaisance telle qu'on peine à voir en lui un geôlier. Mais il a bel et bien choisi son camp et se plaît à voir chez Napoléon des signes de faiblesse. Il en fait évidemment part à ses supérieurs, tout en s'inquiétant des velléités guerrières persistantes de l'empereur supposé décadent. Napoléon veut en effet revendiquer des îles entourant Elbe. Il en visite une que les Britanniques ambitionnaient de conquérir, Pianosa. Il y revient à plusieurs reprises et en étudie les moindres recoins, comme pour en évaluer la potentialité stratégique. Il établit des plans pour l'exploiter, puis il prend pour cible l'îlot Palmaiola, où les Français ont autrefois placé des canons pour cibler les navires anglais. Enfin, il évoque l'île déserte de Monte Cristo, qui inspirera plus tard Alexandre Dumas. Sur cette île d'Elbe, visiblement trop petite pour lui, Napoléon Bonaparte fait montre une nouvelle fois de sa volonté expansionniste. Et ce n'est pas de nature à rassurer Campbell. Mais il voit aussi l'empereur jouer au whist avec sa mère, s'amuser comme un jeune homme avec les dames de compagnie de sa sœur Pauline, venue lui rendre visite sur l'île, et prendre part aux pêches. Il mange de la bouillabaisse sur la plage et met un jour un poisson dans la poche d'un général pour le taquiner. Quand il demande un mouchoir à ce dernier, le soldat se retrouve piqué par le poisson. Cela suscite chez l'empereur une hilarité que Campbell juge indigne d'un souverain. L'Écossais se rassure. Napoléon est en train de retomber en enfance et ses vieux réflexes guerriers sont les vestiges de sa force passée. L'aigle semble avoir bien chuté. Oui, enfin pas vraiment. Napoléon est retors. Et s'il est espionné, il dispose lui-même d'un réseau d'informateurs qui le mettent bientôt au courant d'une menace qui pèse sur lui. La voici. La coalition envisage de l'expédier sur l'île de Sainte-Hélène, autrement plus éloignée qu'Elbe. L'empereur inquiet répond néanmoins que cela n'arrivera pas car Sainte-Hélène est trop près des Indes. Et d'ajouter, trahissant qu'il envisage pourtant que cette idée se concrétise, et d'ailleurs, nous pouvons ici nous défendre pendant 2 ans. Cette idée d'une guerre ne contredit pas en théorie les clauses de son abdication. Il est souverain d'Elbe et peut à ce titre faire la guerre. Et puis, même si cette liberté lui était interdite, les conditions du traité qu'il a signé ne sont pas respectées. En effet, la Restauration refuse de payer les subsides dus à Napoléon, qui a d'abord puisé dans sa fortune personnelle et ne peut plus vivre à un train impérial décent. Sans compter que sa vie est sans cesse menacée par divers espions qui tournoient autour d'elle comme des vautours. Mais si l'empereur commence à fomenter sa suite, c'est pour des raisons plus hautes que sa seule personne, du moins s'en convainc-il. Ces espions lui rapportent ainsi qu'en France, quand les soldats crient « Vive le roi », ils ajoutent en chuchotant « de Rome ». C'est le titre qui a été attribué à Napoléon II, le fils qu'il a eu avec Marie-Louise, dont il a été séparé. Le petit aiglon est encore révéré, ce qui signifie que son aigle de père l'est aussi. Napoléon reste alors persuadé que le peuple français n'attend que lui et rejette la restauration de la monarchie. Ce n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai non plus. Napoléon semble être persuadé d'être le souverain élu par les Français, une manière comme une autre de rationaliser son coup d'État de 1799. La Restauration autorise, selon lui, à ce que la France soit traitée comme une colonie de la coalition, un territoire annexé par la Russie, le Royaume-Uni, l'Autriche ou la Prusse. Il se voit comme le réel souverain légitime puisque, de toute façon, à l'entendre ou plutôt à le lire, il n'y a plus de sang français chez les Bourbons. Alors, c'est décidé. Lui à qui on reproche d'avoir abandonné sa patrie doit accomplir son devoir. Il faut qu'il s'échappe. Mais ce coup d'éclat doit être savamment préparé et l'empereur continue de jouer les administrateurs locaux. Sa sœur Pauline, seule membre de sa famille à lui rendre visite avec Madame Mère, organise bals et soirées dans leur parodie de cour impériale, et ce jusqu'à la veille du départ de Napoléon. L'aigle montre ainsi patte blanche pour mieux frapper. En secret, Napoléon fait construire une flottille expéditionnaire. Il ruse pour ne pas attirer l'attention du colonel Campbell, dont il a endormi la méfiance.
au point que ce dernier multiplie les allers-retours à Lucques ou Florence pour retrouver sa maîtresse, la comtesse Mignacci. D'elle, Pauline Bonaparte dira, se faisant l'écho de Blaise Pascal avec Cléopâtre, « Si le nez de la comtesse Mignacci eût été plus long, le sort du monde en eût été changé. » Cette comtesse Mignacci, mondaine polyglotte, chanteuse de talent au charme remarquable et remarqué, n'est pas évoquée dans les mémoires de Napoléon. Mais elle mériterait d'y figurer, car mieux que n'aurait pu le faire le métal froid d'une arme, ce sont ses bras chaleureux qui ont retenu Campbell, le geôlier de Napoléon, loin de l'empereur, qui a ainsi pu reprendre son envol. Dans son livre « La maîtresse italienne », Jean-Marie Roire, notre invité cet après-midi, joue avec l'histoire et imagine une conspiration au sein de laquelle la comtesse est loin d'être innocente et dupe son amant écossais. Le Campbell du roman est ridiculisé et quand il découvre le poteau rose, il entre dans une rage folle. Sa réaction face à la fuite de Napoléon n'est pas si éloignée de celle de son homologue historique. Devant Madame Mère et Pauline, ce dernier se serait répandu en jurons. On raconte même que de rage, il déchire un mouchoir entre ses dents. Le matin du dimanche 26 février 1815, alors que le Britannique est loin, Napoléon a l'air grave et fatigué. À ceux qui ont le privilège d'assister au lever de l'empereur, il annonce son départ. Il nomme un gouverneur pour lui succéder et entraîne dans son sillage une population d'Elbois décidée à le suivre et à se battre. À cette heure, Napoléon quitte sa demeure et cherche à gagner le port où il va prendre un canot pour rallier son navire, un brick nommé l'Inconstant, un nom bien éloigné de celui qui n'a qu'une obsession, la France. En partant, il fait ses adieux au peuple d'Elbe qui l'accompagne. « Bons Elbois, adieu. Je vous confie ma mère et ma sœur. Adieu mes amis, vous êtes les braves de la Toscane. » Et puis, son bateau disparaît dans la nuit. Le 1er mars, en début d'après-midi, l'empereur débarque à Golfe-Juan. Maître de la propagande et prompt à enflammer les foules, Napoléon Bonaparte se lance dans un discours face à ses 1200 soldats. L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Alors vous pourrez montrer avec honneur vos cicatrices. Alors vous pourrez vous vanter de ce que vous aurez fait. Vous serez les libérateurs de la patrie. Mais ces grands mots pompeux, il faut bien l'avouer, ne rencontrent qu'un accueil tiède. L'empereur n'est pas autant attendu qu'il l'aurait cru. Se rappelant des difficultés de son voyage en Provence, où les royalistes doivent l'attendre de pied ferme, il voit sa volonté vaciller. Mais quelques jours passent, et le 5 mars, son désir de reconquête est ravivé par l'enthousiasme de la population de Gap. Une discussion avec le sous-préfet lui donne également à réfléchir. L'empereur demande frontalement à son interlocuteur s'il pense que le pays voudra bien de lui à sa tête. Ce à quoi le sous-préfet répond « Je crois que oui, si l'on ne craignait pas de voir revenir avec vous la conscription et tous les fléaux. » Le peuple français, même quand il l'accueille plus chaleureusement, garde en tête les derniers désastres causés par les conquêtes trop ambitieuses de l'empereur. Elles ont dévoré les réserves de la France, aussi bien agricoles qu'humaines, et le peuple veut que ce cauchemar prenne fin. Napoléon doit en tirer les leçons. Napoléon s'annonce en envoyant une lettre à Louis XVIII qui tente vainement de l'arrêter, mais les ralliements se multiplient. On attend l'empereur, on le reconnaît en comparant son profil aux anciennes pièces de monnaie. Le 7 mars, Napoléon fait halte sur la colline du Calvaire, devenue colline de la rencontre. Il y fait face à l'armée de la Restauration. On donne l'ordre de tirer, mais personne ne s'exécute. L'empereur lance un appel et l'armée se soumet à ses ordres, le reconnaissant comme son véritable chef. À Grenoble, Napoléon est accueilli par une foule en liesse qui le célèbre. Les vives l'empereur retentissent. Peu après, le maréchal Ney, ancien allié de Napoléon qui l'avait incité à abdiquer, s'incline face à lui. Il avait pourtant promis à Louis XVIII de lui ramener l'aigle dans une cage de fer. Mais il n'en est pas à son premier retournement de veste. Ce sera malheureusement le dernier, car il sera exécuté pour trahison lors de la seconde Restauration, en décembre de la même année. Car oui, malgré ce vol de l'aigle spectaculaire, après ses 300 jours sur l'île d'Elbe, les jours du règne de Napoléon l'Empereur sont déjà comptés. Il en aura 100, pas un de plus. Il commence cependant très fort, et le 20 mars 1815,
Après la fuite de Louis XVIII, Napoléon arrive sans encombre au palais des Tuileries. Sa première abdication, ainsi que son contact direct avec le peuple français, ont semble-t-il calmé les ardeurs expansionnistes de Napoléon. Du moins pour le moment, car l'empereur a, vous l'avez compris, de la suite dans les idées. De retour sur le trône, Bonaparte informe stratégiquement la coalition qu'il compte respecter la nouvelle répartition territoriale qui a été décidée. Mais son retour inquiète trop, et ses vieux ennemis reprennent bien vite les armes contre lui. Napoléon Bonaparte est considéré comme un hors-la-loi. Il faut vite châtier l'aigle avant qu'il ne regagne trop de puissance. Cet aigle peine pourtant à remporter l'adhésion populaire. Il tente de séduire avec une grande fête le 1er juin 1815 pour célébrer la nouvelle Constitution, mais elle n'a pas l'effet escompté. La France demeure divisée entre royalistes et républicains, et les réels soutiens de l'empereur ne sont plus si nombreux. En 15 ans, la France s'est fatiguée de lui. Les aigles qui avaient volé de clocher en clocher de Cannes à Paris s'abattirent fatigués sur les cheminées des Tuileries sans pouvoir aller plus loin, écrit le royaliste écrivain Chateaubriand, nommé ministre par Louis XVIII, qui règne à Gand, comme Napoléon régnait à Elbe. Il n'y a plus de temps à perdre et Napoléon a à peine le temps de prendre ses marques qu'il doit reprendre le sentier de la guerre. C'est en Belgique que se tiendra un combat décisif qui est depuis devenu pour nous Français synonyme de défaite et de catastrophe. Nos voisins de la perfide Albion, eux, le célèbrent, et un quartier central de Londres porte même son nom, Waterloo. Cette bataille, qui n'a pas eu lieu à Waterloo, mais à 20 km au sud de Bruxelles, dans l'actuelle province du Brabant wallon, se déroule le 18 juin 1815. Napoléon y affronte la coalition. Mais malgré sa stratégie, les erreurs se multiplient. Et il est finalement contraint d'abdiquer une seconde fois. Le 22 juin, Napoléon écrit ainsi « Je m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France ». L'empereur déchu prend la fuite et tente de rallier les États-Unis, mais successivement trahi par plusieurs alliés, il est intercepté par ses vieux ennemis les Anglais qui le débarquent à l'île de Sainte-Hélène. Là-bas, Bonaparte n'y dispose pas du tout de la même liberté que sur l'île d'Elbe et doit être partout sous bonne garde. L'empereur y meurt le 5 mai 1821 à l'âge de 51 ans et ses ennemis respirent. L'aigle s'est envolé et cette fois, il ne reviendra plus. Europe 1, historiquement vôtre. Jean-Marie Roire, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. L'évasion de l'île d'Elbe, c'est un réflexe de survie, n'est-ce pas, pour Napoléon? Ce petit bout de terre, c'est une humiliation pour l'empereur déchu. Mais c'est surtout un miracle. Et c'est ce qui frappe dans la vie de Napoléon, c'est à quel point il a bénéficié si souvent d'un miracle. Les 100 jours, c'est un miracle. Mais on oublie, les 100 jours ont un peu effacé, justement, cette évasion de l'île d'Elbe, qui vraiment, il a fallu des circonstances exceptionnelles pour qu'il puisse s'enfuir. Et notamment, ce que j'évoque dans mon livre, la présence de la comtesse Mignacci. Mais, vous savez, Napoléon est un observateur extraordinaire. Il est partout. Il observe le quotidien, mais également ce qui se passe au Congrès de Vienne. Et sa décision de quitter l'île d'Elbe est venue aussi de ce qui s'est passé à Vienne. Car il y a eu des moments où le Congrès de Vienne a failli capoter. Il y a eu des moments où la Russie et l'Autriche ont failli en venir aux mains et qu'une guerre était possible. À ce moment-là, certainement, Napoléon n'aurait pas eu la même réaction. Et puis, autre élément, c'est qu'il y avait la question de sa survie. Puisque Louis XVIII refusait de payer les sommes qui étaient allouées à Napoléon par le traité de Fontainebleau, celui-ci ne pouvait plus entretenir son armée, sa petite armée de 1200 hommes, et à ce moment-là, il pouvait être victime d'un attentat, puisqu'il n'avait plus personne pour le protéger.
Jean-Marie Roire, vous publiez La maîtresse italienne aux éditions Gallimard, qui relate l'exil à l'île d'Elbe de Napoléon et son évasion. Ce n'est pas la première fois que vous consacrez un ouvrage à Napoléon. En 2012, vous aviez publié Napoléon ou la destinée. Et dans ce nouveau roman, vous parlez de son magnétisme. C'est aussi l'effet que ce personnage historique vous fait. La force magnétique opère par-delà sa mort ? Bien sûr. Et tout le monde le ressent. D'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, avait fait un discours à l'Institut et il avait dit « On ne peut pas échapper à Napoléon parce que nous avons tous quelque chose de Napoléon ». Et c'est très intéressant à analyser. Moi, je l'ai analysé sur moi-même puisque j'ai découvert Napoléon à l'âge de 18 ans et j'avais énormément de problèmes. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que on pouvait s'identifier à Napoléon, alors que vous ne pouvez pas vous identifier au général de Gaulle, à Louis XIV. Pourquoi est-ce que vous pouvez vous identifier à Napoléon ? Parce qu'il est extraordinairement humain. Il souffre, comme vous et moi, parce que sa femme le trompe, Joséphine, parce qu'il subit des échecs. Et c'est là où il est humain, dans la mesure où chaque échec le fait rebondir plus loin. Et c'était extraordinairement une leçon positive. Et quand on examine la vie de Napoléon, on se dit, tout cela aurait pu m'arriver. Voilà. Et c'est très très rare dans l'histoire de France qu'un homme ait pu se prêter à une telle identification. Et puis, il y a aussi un autre élément. C'est un homme qui n'est pas hautain. C'est un homme très proche, non seulement de ses hommes, mais des Français et des Françaises. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, dans son testament, il dira « Je veux être enterré sur les bords de la Seine, auprès de ce peuple français que j'ai tant aimé. » Vous comparez Napoléon à César ou Alexandre. Alors, hormis leur conquête, en quoi ces personnages historiques se ressemblent-ils ? Ils ont des points communs, selon vous, Jean-Marie Roy ? Oui, ils ont des points communs parce qu'ils ont créé, ce qui est assez rare en histoire, une légende. Vous savez, nous avons besoin de légendes et les romanciers participent à cette légende. Napoléon a bénéficié de Chateaubriand, de Balzac, de Stendhal. Et cette légende, elle correspond à quelque chose d'humainement très compréhensible. C'est échapper aux horreurs de l'histoire. L'histoire est horrible. Alors, pour y échapper, et c'est vrai depuis les origines du monde, puisque regardez quelque chose comme la guerre de Troie. La guerre de Troie, ça a été sûrement aussi abominable que la guerre en Ukraine, que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais grâce à Homère, on a réussi cette opération formidable d'en faire une matière à la fois littéraire, romanesque et un objet de rêve. Et ça, c'est ça qui est formidable, c'est ces personnages comme Napoléon qui deviennent des objets de rêve. Et aujourd'hui, on oublie un peu les batailles, les morts. Mais je vous trouve un peu sévère sur l'esprit de conquête de Napoléon. Il existe, c'est vrai, mais n'oubliez pas quand même qu'il l'a fait souvent contraint et forcé par l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui a fait assassiner Paul Ier, qui était favorable à Napoléon, et a mis en place Alexandre Ier, le nouveau tsar. Non, l'Angleterre ne pouvait pas accepter qu'un républicain soit au pouvoir, et c'est l'Angleterre qui a conduit la France, à travers Napoléon, à se battre pour imposer sa propre loi. Jean-Marie, dans votre roman, le nom de Napoléon n'est mentionné qu'une seule fois dans la bouche de Talleyrand. Tout au long du livre, vous le qualifiez plutôt en ces termes. Homme de légende, grand homme, grand exilé. Pourquoi ne jamais l'appeler par son nom ? Eh bien, je n'ai pas voulu l'appeler par son nom pour ne pas être ridicule. Dans la mesure où il s'agissait d'un roman, et je dois dire, c'est le conseil que donne Balzac, et je le trouve très juste, c'est qu'il ne faut pas prendre comme personnage des hommes à la réputation écrasante. Et d'ailleurs,
on le voit apparaître dans mon livre que Napoléon en profil perdu. Voilà. Il n'y a pas de dialogue avec Napoléon. Donc j'ai voulu, pour garder le caractère un peu mystérieux, parce que un roman, c'est introduire le lecteur dans le mystère de la vie. Et le mystère de la vie ne doit pas être trop précis. Oui, mais dès les premières pages, vous faites une description physique de Napoléon. Donc, il y a une part d'imagination dans la description de votre personnage ou vous êtes fié aux nombreux portraits qu'on a de lui? Oui, mais c'est une conception, je dirais, esthétique du roman. Je crois que un roman, il est construit par son auteur, mais qu'il doit suggérer les choses plutôt que de se perdre dans des descriptions trop précises. Et c'est vrai pour le personnage de Napoléon, j'essaie de suggérer son magnétisme, mais c'est vrai pour les scènes d'amour. Vous remarquerez que j'ai tenté d'éviter le ridicule de Ridley Scott, où on voit Napoléon chevaucher Joséphine d'une façon tout à fait ridicule. Je crois que en amour, justement, ce qui est fort en matière amoureuse, en tout cas sur le plan littéraire, c'est de suggérer tout ce qui peut se passer entre deux êtres et qui échappe à des descriptions précises. Jean-Marie Roire, dans La maîtresse italienne, votre nouveau roman, l'autre personnage central, mais aussi le plus mystérieux, c'est cette fameuse maîtresse italienne, la comtesse Migliacci, avec qui le colonel Campbell, chargé d'accompagner Napoléon dans son exil, vit une passion amoureuse. Comment vous avez découvert l'existence de cette femme? Alors, j'ai découvert l'existence de cette femme, justement, en écrivant mon essai biographique, Napoléon ou la destinée. Et j'ai été frappé de voir à quel point les historiens accordaient une toute petite place à cette femme qui, à mon avis, a eu un rôle essentiel. Je me suis renseigné, j'ai cherché, et je me suis rendu compte qu'on n'avait aucun élément sur elle. C'est la grande inconnue de l'épopée napoléonienne. Alors, ça m'a troublé, et je me suis dit, il y a une injustice, et cette injustice, je vais la réparer. Donc, j'ai créé ce personnage qui a existé, dont on sait qu'il a été décisif à cause de cette passion avec le colonel Campbell, passion intéressée ou non, ça franchement. Alors, j'ai imaginé toutes les hypothèses, et cette femme, finalement, est devenue très vivante. Alors, il y a une part de fiction dans son personnage, mais peut-être qu'un jour, on découvrira que la fiction, eh bien, a vraiment correspondu au personnage tel qu'il était réellement. Mais c'est-à-dire que c'est pratique pour un historien qui s'engouffre dans les failles, mais on sait pourquoi les historiens ne se sont jamais intéressés à elle, parce que, après tout, elle a peut-être joué un rôle. Vous savez, je crois que ça tient au fait que les historiens sont des gens très sérieux. Oui. Vous êtes très sérieux dans votre travail d'historien, mais vous êtes peut-être moins sérieux. Voilà. Et que les historiens, il suffit de les voir. Vous savez, ce sont des gens qui ont fait beaucoup d'études, qui ont travaillé sur des parchemins, et qui se sont peut-être peu intéressés à l'amour. Les romanciers, au contraire, il suffit de les regarder, ce sont tous des hommes pour qui l'amour revêt une grande importance. Ils ne vivent que pour l'amour. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, qu'est-ce qui est intéressant dans un roman, c'est que c'est toujours à la base une histoire d'amour, une histoire de passion et de femme fatale. Eh bien, donc, je crois que c'est parce que je suis romancier que je me suis intéressé à ce personnage tout à fait méconnu de l'histoire de France. Et votre conviction, Jean-Marie Roire, c'est que la comtesse a tendu un piège à Campbell? Eh bien, je ne le sais pas. Je reste vraiment... Il y a des jours où je pense qu'elle lui a tendu un piège, des jours où je pense que c'est simplement une amoureuse qui a entraîné un homme dans un destin qui lui a été fatal. Mais vous savez, regardez des épisodes tellement importants de l'histoire du monde. Regardez la guerre de Troie. La guerre de Troie, c'est simplement une très jolie femme qui tombe amoureuse d'un très beau jeune homme, et ça va créer une conflagration terrible, vous voyez, et une guerre abominable. Donc, on ne le sait pas.
je pense qu'il peut y avoir plusieurs explications. Et je suggère, en effet, j'essaie de montrer que cette femme représente un mystère. Et j'ai essayé de ce mystère de le représenter, de l'incarner le mieux possible. Quel regard vous portez sur Neil Campbell, séduit par la comtesse italienne? Au début de votre roman, il se demande pourquoi il a été choisi pour cette mission d'exception, celle d'accompagner dans son exil l'homme considéré comme le plus puissant de la Terre, le plus dangereux aussi. Vous savez, c'est un personnage sympathique, parce que les amoureux sont toujours sympathiques, les gens qui s'enflamment, les gens qui sont prêts à sacrifier leur vie pour une femme, c'est toujours des gens humain et sympathique. Et en même temps, il est un peu naïf, parce qu'il faut dire qu'il a en face de lui un génie. Et Napoléon va tout faire pour lui faire croire que si un jour il s'échappe, ça sera en soulevant l'Italie. Et comme le colonel Campbell a assisté au déboire de Napoléon lors de sa fuite, son départ de Fontainebleau, il se dit jamais il repassera par la France. Il soulèvera l'Italie, et vous savez que c'est l'amorce du Risorgimento, de l'unité italienne, les prémices de l'unité italienne. Et donc, il pense toujours que si Napoléon s'échappe, ça sera pour soulever l'Italie avec l'aide de Murat. Et c'est là où il s'est complètement trompé. Mmh. Un dernier mot. Vous célébrez vos 50 ans d'amour avec la littérature, 50 années de parution. Quels sont vos projets d'écriture ? Eh bien, mes projets d'écriture sont multiples. Parce que vous savez, la littérature, c'est une passion. Et si on n'a plus cette passion, on ne vit plus. Eh bien, pour l'instant, j'ai une pièce de théâtre qui est jouée au théâtre Montparnasse, qui s'appelle Le Bar de l'Oriental, et où on passe alors complètement dans un autre domaine qui est, mais toujours avec l'histoire, c'est toujours la rencontre de la passion amoureuse et de l'histoire, mais au moment de la chute de Cao Bang en 1950 en Indochine. Et ça, c'est vraiment quelque chose, un théâtre passionnant où l'amour et également l'histoire se rencontrent. Merci beaucoup Jean-Marie Roy de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de l'évasion de Napoléon de l'île d'Elbe. Je rappelle donc votre livre, La maîtresse italienne, paru dans la collection blanche des éditions Gallimard, et puis évidemment Le Bar de l'Oriental au Théâtre Montparnasse à Paris. Merci beaucoup. Merci. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.